Patio 19. Je suis Céline, je représente la Maison Rouge ce soir, donc, qui est un lieu dédié à la danse qui se trouve au Père Saint-Ville. Vous êtes ici en fait au Patio 19, donc cet apéro des créateurs, c'est l'histoire d'une rencontre entre Habiter le Patio 19 et la Maison Rouge. Donc on les remercie très chaleureusement de nous accueillir ce soir. On remercie aussi Nobody d'être au service et d'avoir ouvert le bar pour nous. Également Buzzmile Martinique, qui, avec la personne d'Ophélie, qui nous a accompagnés sur la communication et la préparation de cet événement. Donc, je vous disais, la Maison Rouge, Maison des Arts, c'est un lieu qui est dédié à la danse, qui a été créé par une chorégraphe martiniquaise qui s'appelle Christiane Emmanuel, qui d'ailleurs vous présente ses excuses parce qu'elle ne pouvait pas malheureusement dépasser un rendez-vous et être présente. Habiter est une association qui a été créée par des architectes dans l'idée de valoriser tout ce qui est patrimoine, mais aussi innovation et tradition dans l'architecture martiniquaise. Et puis le Patio 19, c'est un peu leur bébé, puisque c'est une maison traditionnelle qu'ils ont complètement rénovée pour en faire un espace de coworking, un bar, un espace d'exposition, donc un espace, un tiers-lieu en fait, un espace multi-activité qui aujourd'hui nous accueille. Donc cet apéro des créateurs, c'est la première édition. Normalement, on devrait se retrouver tous les deuxièmes lundis du mois à partir d'aujourd'hui pour une nouvelle thématique à chaque fois. Et ce soir, la thématique qu'on a voulu mettre en avant, un peu de façon, enfin on va dire qu'il n'y a pas de hasard, puisque peut-être que vous savez que nous sommes dans les derniers jours de la COP26 à Glasgow. Et donc aujourd'hui, nous allons parler en fait d'environnement, de comment l'art peut agir en fait pour l'environnement. Et pour ça, on accueille 3 créateurs. Donc Annabelle Guérédra, qui est danseuse, chorégraphe, performeuse pour la compagnie Incidence. Annabelle a commencé à travailler dans les années 2000, il me semble. Je pense que je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, ouais. Et elle s'empare de sujets qui sont des sujets de société, du féminisme, de l'écologie, de la question de la décolonialité, de l'identité caribéenne. Et puis, elle est là surtout parce qu'elle a travaillé sur une performance qui s'appelle En Sargasse-moi en 2017. Et pour elle, il s'agissait de créer un rituel écoféministe à travers cette performance où elle s'ensevelit de sargasses. Les sargasses, pour nous, c'est un problème. Pour Annabelle, ça a été un déclencheur de création. Et justement, c'est pour ça que voilà, on a eu envie de t'entendre. Pour elle, c'est un rituel de résilience qui permet de se reconnecter à son pouvoir, à la terre. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, Annabelle? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais que le public sache de toi? Merci déjà de m'accueillir, merci au Patio 19, merci à la Maison Rouge, merci à Céline. Qu'est-ce que je peux rajouter? Je pense que la biographie est assez complète. En Sargasse-moi, c'est un chantier qui s'est ouvert de manière très intuitive en 2017 dans le cadre d'un laboratoire d'art performance qu'on réalise un dimanche tous les 2 mois à la Savane des Pétrifications depuis 6 ans. Et à ce moment-là, on faisait... Quand je me suis retrouvée face à un parterre de sargasses et que j'ai voulu rentrer dedans, c'était dans un cadre assez précis de Festival international d'art performance que je co-dirige avec le plasticien Henri Tolio. Et il y avait une espèce d'émulation, on était tout un tas d'artistes internationaux. Et moi j'étais avec un livre queer féministe d'un côté, de l'autre j'avais un masque de Lyon et puis un autre masque de Dan, enfin je sais plus. Et bon bref, j'étais voilà comme ça, prise dans tout. Je voulais faire une lecture au départ féministe, plutôt queer, de sorcière, de witch. Et j'ai vu ce parterre dans Sargasses et je suis rentrée dedans et je me suis ensevelie dedans. Vraiment, au départ, je pense que j'étais dans cet état de corps de l'archétype des femmes sauvages. Je ne sais pas si vous connaissez le livre de Maria Piccola Estes, c'est une psychanalyste chilienne et qui parle
de comment nous, femmes sauvages, femmes émancipées, femmes qui nous battons contre un patriarcat cis, hétérosexuel, normé, sexiste, raciste, anti-érotique, comment finalement on s'ensevelit, on se crée des pots, des pots qui du coup sont des formes de rituels qui à travers ces pots, ces formes de ritualisation nous fait devenir autre, être autre. Et comme tu disais, c'est un rapport à la terre qui est très direct, mais c'est une terre chlordéconée, c'est une terre contaminée, c'est une terre ensargassée, c'est une terre caribéenne française qui malheureusement est contaminée. Et donc du coup, l'écoféminisme, moi je le vois de manière très trash, très dans la dark écologie, je me situe plus là-dedans que dans ce rapport à la terre-mère Gaïa très romantique pour moi et qui ne correspond pas du tout à notre réalité caribéenne. Donc voilà, donc du coup c'est aussi un peu dénoncé en tant que sorcière noire métisse contaminée, cette terre contaminée, chlordéconée. Et à partir de 2017, très régulièrement, j'allais dans ce parterre de Sargasses comme un rendez-vous avec moi-même, sans public, parce qu'à la Savane Électrification, il y a très peu de monde qui passe. Donc du coup, ça me permettait d'être nue, ça me permettait d'être vraiment très à l'aise, mais aussi très consciente de la toxicité de ces algues. Oui, voilà, et de ce qu'elle parce qu'elle dégage des gaz nauséabonds, toxiques, de l'arsenic inorganique niveau 3. Donc c'est vraiment une mise en danger aussi de ma personne. Mais ça, c'est pour aussi dénoncer à travers ça, du coup, une Martinique qui, pour moi, s'en va un peu à volo. Et qu'est-ce qu'on fait, du coup, d'un point de vue écologique. Mais au départ, le propos premier, il n'était pas du tout écologique. Il n'était pas du tout dénonciateur. Il était vraiment en lien avec moi-même et mon intime. Parce que je mets des sargasses dans mon vagin, etc. On va revenir un peu plus sur ton travail. Ouais. Donc du coup, la deuxième personne qu'on reçoit, c'est une rencontre aussi de génération, puisqu'en fait on a un très jeune designer qui s'appelle Tanguy Delaunay-Belleville, un jeune diplômé. Tu as gagné quand même 2 prix déjà pour ton travail, Aluminov 2018 et Design Zéro Déchet 2019. Donc tu allies tout ce qui est innovation, éco-conception, low-tech aussi, et tout ce qui est production circulaire, économie circulaire, penser dès le départ de la naissance du produit, sa destruction ou en tout cas sa réutilisation. Et du coup, on voit donc, dans les photos que vous voyez passer, on voit donc là c'est Annabelle, mais on voit aussi des projets pour lesquels Tanguy a été nommé, donc un ballon qui s'appelle R0, et également le désalinisateur, il me semble. Ça, oui, c'est le deuxième projet de concours, c'est Smart Wind. Et Smart Wind, les éoliennes au bord de l'autoroute, donc pour réutiliser l'énergie aussi. Tu es aussi plasticien. En tout cas, ça m'arrive. Touche à ce côté. Donc tu as cette double vision du plasticien qui crée, mais aussi finalement de celui qui va produire peut-être de façon industrielle à un moment. Oui, après, dans mon point de vue, en fait, la frontière entre le designer et l'artiste est assez fine, en fait, parce que dans les deux cas, on appelle à la sensibilité du créateur dans ses œuvres. Et là où je fais la différence, c'est qu'effectivement, dans le design, on peut avoir une portée plus fonctionnelle, plus terre à terre. On va toucher justement on va réfléchir à comment un individu va utiliser son objet, aussi comment il va consommer son objet, et ça permet aussi d'éduquer en fait, en quelque sorte, l'usager à mieux consommer. Et là où je fais la différence un peu avec l'art, on pourrait se servir de l'art justement pour communiquer des idées ou véhiculer des sentiments, des émotions, ou même, comme ma camarade ici, vraiment pousser des cris de révolte. Voilà. Merci. Et notre troisième intervenant, c'est Éloi Bernet, qui est architecte et chargé de mission bâtiment durable pour l'association Kebati,
qui d'ailleurs est hébergé au Patio 19. Tout à fait. Donc l'objectif de l'association, c'est d'agir pour la préservation des ressources et la transition écologique en Martinique, et plus largement dans la Caraïbe, à travers l'amélioration de la qualité environnementale des bâtiments en milieu tropical et insulaire. Donc c'est la question de l'impact environnemental, de l'efficacité énergétique, du confort thermique, et vous avez notamment des actions d'information du public et des professionnels, de visites, des ateliers, des rencontres, et puis aussi une action de plaidoyer vis-à-vis des collectivités publiques et des décideurs pour porter aussi ce genre de sujet auprès des décideurs. Faire évoluer un peu la législation, on va dire qu'elle n'est pas toujours forcément adaptée à notre climat tropical humide, parfois qui vient un peu de la métropole, donc essayer d'adapter ça. Effectivement, Kebati est une association, donc centre de ressources du bâtiment durable. Elle fait partie d'un réseau national. Et donc on représente ce réseau en Martinique, et puis on a des homologues comme l'association Aqua en Guyane. Voilà. Et effectivement, on a un rôle en fait d'information, de communication auprès du grand public et des professionnels. On n'est pas une agence d'architecture, on n'est pas un bureau d'études, on ne crée pas de projets, mais on essaie de les mettre en valeur voilà, auprès des différents publics en Martinique. Et puis moi, pour ma part, je suis architecte aussi, donc voilà. Donc, merci à tous les trois. Pour moi, l'architecture est forcément écologique aujourd'hui. Après, c'est vrai que l'écologie, sans parler d'architecture, pour moi, c'est plutôt, on va dire, comment concilier un peu l'activité humaine et puis le respect de la nature. C'est aussi quelque chose de politique. À la base, c'est plutôt vu comme une science. Après, c'est peut-être un peu le sujet de ce soir aussi, c'est d'allier art et science pour peut-être avoir un peu plus d'impact et que tous ensemble, on prenne un peu cette question de l'écologie et qu'on la fasse arriver vers le grand public. Moi, j'ai pas de définition à proprement parler de l'écologie, puisque encore une fois, cette série performative, elle est plus issue d'une réflexion autour de qu'est-ce que c'est d'être un archétype de femme sauvage, de femme libérée. Après, le fait que je sois danseuse à la base et que je travaille avec mon corps, pour moi, c'est éminemment écologique dans le sens où, du coup, je dois faire mon corps, c'est mon temple et je dois y faire attention et je peux pas manger n'importe quoi, je peux pas me nourrir n'importe comment, et en plus je suis jeune maman, etc. Donc j'ai donné la vie, donc il y a tout ça qui fait que... et puis après, pour moi, dans le terme écologique, j'y vois aussi le type de relation. Est-ce qu'on est sur des relations... Alors là, je parle dans le spectacle vivant. Est-ce qu'on est sur des relations de consommation? Est-ce qu'au contraire, on est sur des relations durables? Quel type de relation on installe au cœur même de notre travail, c'est-à-dire est-ce qu'on est sur des relations de type entreprise ou est-ce qu'on est sur des relations beaucoup plus de l'ordre de l'affect et qui du coup nous touchent davantage et comme tu disais aussi font où l'émotion, les sentiments, la verbalisation sont ressentis. Tout ça, pour moi, ça participe de ma manière de fonctionner. Je suis aussi praticienne en Body Mind Centering, donc une technique de lâcher prise américaine qui est basée sur le toucher bienveillant. Donc toute cette manière d'agir au quotidien, pour moi, elle est éminemment écologique. C'est dans ce sens-là que je vis l'écologie, mais je le vis au sens réel et c'est pas conceptuel pour moi. C'est plus en lien aussi avec mon corps et ma manière de vivre, et le fait aussi d'avoir fait le choix de rentrer vivre en Martinique et de ne pas rester en France, ça. Donc tout ça pour moi ça participe aussi de vivre à la campagne, de ne pas vivre en ville, de vivre au bord de la rivière, enfin tout ça c'est je pense que de faire des rituels de sorcières près de la rivière, et donc tout ça participe d'une manière d'être en relation avec le monde, en relation avec les autres. Je pense que c'est comme ça que je vois l'écologie, comme quelque chose de global en fait, qui se ressource sans arrêt. Voilà. Donc moi, tout simplement, je vois l'écologie comme une forme d'héritage. Parce que actuellement j'ai 23 ans et effectivement tous les scénarios de catastrophes, on voit la planète qui brûle, etc. Bon, je peux dire que ça m'atteint un peu, parce que c'est quand même ma génération et les générations futures qui vont en payer les pots cassés. Et du coup, j'ai décidé d'inscrire ça dans
dans ma méthode de conception, justement, pour être acteur de ce changement en soi. Voilà, c'est un peu une espèce de guide tout le monde de la création. Je me reconnais dans cette conception. Il y a la notion du recyclage aussi dans le spectacle vivant. On n'en parle pas assez, ça, de cette notion de recyclage. On en parle plus peut-être dans les arts visuels. Comment aussi travailler à partir de matériaux, il est recyclé et s'en servir pour d'autres créations. C'est le même matériau qu'on retrouve dans plusieurs créations du même créateur et que du coup on n'est pas là à acheter, à surconsommer, à réacheter, etc. Mais au contraire à se servir de ce qui est déjà existant pour pouvoir le faire éclore ou vivre autrement, d'une autre manière. Ouais, c'est quelque chose du coup que tu appliques dans tes... C'est ce que je commence à appliquer, ouais. Dans tes créations. Ouais, par exemple, quelque chose de tout bête, c'est du mylar. Je sais pas si vous connaissez cette matière, la matière mylar, qui est un peu comme une espèce d'aluminium isolant qu'on avait utilisé pour une expo Women Part 3 autour de notre infoféminisme. Là, je suis en train de réutiliser pour une nouvelle performance qu'on va faire, que je vais faire dans 2 semaines autour d'un bain des marais, autour de moments de l'eau. C'est-à-dire que je pense que oui, c'est ça, pour éviter la surconsommation et... Mais l'aluminium, c'est pas une surconsommation des minéraux de la planète déjà ? Ben là c'est du mylar, donc c'est une matière assez noble. C'est pas vraiment de l'aluminium, mais voilà. Après c'est une manière de, c'est un espèce d'isolant en fait qu'on a utilisé. C'est un produit naturel. Je connais pas la base même. Tu connais la base du mylar? Non, c'est pour ça que je te pose la question, savoir si c'est vraiment écolo, quelque chose qui est extrait comme ça de la planète. Moi, quand je parle de recyclage, c'est-à-dire quand je travaille avec les talons aiguilles, je recycle aussi les talons aiguilles, je vais travailler pendant 6 ans avec les mêmes talons aiguilles. C'est en ça que je parle c'est-à-dire que je vais pas forcément travailler avec des matières issues même de toi ce que tu peux concevoir comme étant écolo. Parce que aussi je me méfie de l'écologie qui pourrait aussi devenir un espèce de diktat, une forme de dictature. Et donc je fais très attention aussi à ça. Et je choisis aussi des matières parce qu'elles me plaisent et parce qu'elles m'attirent aussi. Et donc voilà. Mais encore une fois, moi je suis dans la dark écologie, je ne suis pas du tout dans... donc voilà, donc une écologie plutôt noire. C'est plus la question de, une fois que la matière a été extraite, l'utiliser au maximum. Ouais, épuiser la matière. Épuiser la matière. Plutôt que la pratique qu'on peut avoir qui est en fait, c'est utilisé une fois et en fait... Voilà, et en fait on jette et on rachète, etc. Ce qui se fait beaucoup dans le spectacle vivant, par exemple. Dans le théâtre, la danse. Moi, ça fait plusieurs années que je suis initiée à certaines religions afro-diasporiques. Donc, du coup, dans cette initiation-là, il y a des rituels qui se mettent en place, qu'on appelle des ébos, des rituels que je fais pour moi, ma famille, des rituels de protection, etc. Et donc, du coup, je suis amenée assez facilement et rapidement à créer des rituels en lien avec la terre in situ. Donc, je travaille beaucoup, par exemple, dans des lieux comme la savane des pétrifications, la presqu'île de la Caravelle, des lieux qui ne sont pas très fréquentés. Je travaille beaucoup dans la nature. J'ai été amenée aussi à réaliser une quête de vision, à travailler avec des hommes et femmes médecine entre le Chili, le Canada, la Guyane, et du coup à me retrouver dans des rituels de jeûne, de pratique de jeûne, sans boire, sans manger, 5 jours dans la forêt, pour avoir des messages, etc. Donc ça c'est... Ça peut paraître New Age comme ça, mais pour moi c'est très important parce que ça participe aussi d'une réappropriation de nos cultures amérindiennes et tout cet héritage taïnos, garifuna, caraïbes dont on parle très peu ici en Martinique. Et voilà, et donc du coup ce rapport à la terre il est très ancré. Le rapport à la terre aussi je le vois dans ma pratique, la dja ou dami, c'est-à-dire qu'on a un rapport à la terre dans la danse de combat ici en Martinique qui est aussi très fort. Et c'est en ça que ça me permet moi d'ancrer mon corps sur cette terre qui est la Martinique et pas ailleurs. C'est-à-dire je ne suis pas à Paris, je ne suis pas à Berlin, je ne suis pas à New York, je suis bien en Martinique. Et donc du coup pour moi, du coup ça participe aussi d'un rapport de consommation qui est spécifique aussi à cette île. Oui, j'ai envie de rebondir à la fois Tanguy et moi, la terre, pour vous ça devient de la matière aussi. C'est-à-dire que le lien est peut-être pas tout à fait le même, mais vous, cette terre, ça devient aussi une inspiration et ce qui vous apporte de la matière pour créer. Je vais faire un petit développement. En fait,
Avec le projet que j'ai nommé très récemment Terra Bella, c'est j'ai nommé très récemment Terra Bella et j'ai complètement en fait cassé avec mes projets précédents pour revenir dans une question un peu plus fondamentale. Enfin, par exemple, comment on innove avec le strict minimum, quoi. Et vraiment, c'était une espèce de retour aux sources, en fait, revenir aux matériaux simples de la Terre, quoi. Dans un esprit un peu low-tech. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ce terme, c'est tu peux développer, c'est un peu concevoir mieux avec moins, c'est ça, c'est un peu... Oui, c'est l'inverse de l'hypertechnologie, voilà, et puis c'est aussi permettre à l'usager de, on parle pour l'architecture, mais de s'approprier un peu le bâtiment. Il va pouvoir lui-même agir sur la protection solaire, etc. Éviter d'avoir un usager qui est trop dépendant de la technologie et puis qui puisse s'approprier un peu la chose. En fait, ce sera peut-être un objet. C'est ça, c'est vraiment une économie de moyens. Je pense qu'on peut employer le terme d'innovation frugale aussi. Ça pourrait bien s'approprier. Ça rejoint le manifeste de l'architecture frugale en France, ceux qui connaissent. Donc c'est pour vous deux à la fois une question d'innovation, mais finalement de retour aussi à des traditions de pratiques traditionnelles. Est-ce que peut-être, Ewa, tu peux nous raconter une expérience de ce que vous faites avec Kebati? Oui, du coup on essaie de mettre en place des ateliers biomatériaux, donc on manipule la terre crue, le bambou, etc. Et l'idée c'est à la fois de s'inspirer des techniques traditionnelles, donc la goélette, la terre crue, etc. Et puis d'essayer d'avoir une architecture contemporaine avec ça, donc associer un petit peu les deux, et de mettre la main à la pâte et de voir comment ça peut fonctionner, et d'étudier en fait toutes les terres qui peuvent exister en Martinique. Certaines sont plus aptes pour la structure, d'autres moins. On va essayer de jouer sur leur taux d'argile, de gravier, etc. Il y en a qui vont au four, par exemple, qui résistent mieux à la chaleur. Voilà. N'hésitez pas à parler fort. Je disais, il y en a qui vont au four, qui résistent mieux à la chaleur. Donc même là, au niveau des terres, il y a différentes applications qui peuvent dans ce matériau très basique. En fait, on voit une complexité assez phénoménale, en fait. Il y a pas mal d'architecture en terre qui se développe en métropole aujourd'hui. J'espère que demain ça arrivera en Martinique aussi. Ça permet d'avoir un matériau vraiment qui vient du terrain, donc avec une empreinte carbone quasiment zéro, qui se réapproprie aussi des savoir-faire, et d'avoir aussi un matériau qui respire en fait, et qui va nous permettre de gérer ce qui est un peu compliqué ici, c'est-à-dire le confort hygrothermique. On va se sentir en confort parce qu'on a une vitesse d'air, un taux d'humidité, une température, et donc ce matériau va permettre de réguler justement entre intérieur et extérieur ces conditions-là. Donc voilà, c'est un matériau un peu simple, mais qui permet par la low-tech un peu de répondre à vos... Même la terre, quand on regarde dans le cycle de l'eau, une jarre en terre, ça maintient l'eau fraîche dans un milieu assez chaud. Parce que ce qu'on voit là, c'est un désalinisateur. Ça c'est un désalinisateur. Donc, je vais vous expliquer le principe. Donc, en fait, ici, j'avais réfléchi à un petit réchaud. Ça va tourner malheureusement, mais... Mais du coup, dans le premier compartiment, vous avez vu le compartiment central, on y mettrait justement de l'eau de mer ou de l'eau boueuse, enfin de l'eau sale. Et vu qu'on chauffe cette terre comme une tagine, dû à l'évaporation de cette eau, les résidus de sel ou de terre restent au fond du récipient. Du coup, elle se condense, malheureusement, on n'a pas le... Ça va revenir, mais ça se condense au niveau... Elle se condense sur le chapeau en cône, et l'eau douce, à ce moment-là, redescend dans le deuxième compartiment. Et ça permet de créer une quantité d'eau douce au quotidien. Et puis de récupérer peut-être le sel aussi, ouais, voilà. ou les résidus de terre. De récupérer le sel pour potentiellement cuisiner par la suite. Ou peut-être cuisiner même après la cuisson de l'eau direct dans le désalinisateur. Quand on parle de danse-topographie, c'est assez facile de faire ce lien entre l'art, la créativité. Quand on pense architecture et design, peut-être qu'on voit plus justement le côté de notre quotidien
du résultat de ces bâtiments ou des objets qu'on utilise dans notre quotidien. Comment est-ce que la créativité justement rentre en jeu dans votre travail à chacun, parce que Annabelle toi aussi, mais le lien est peut-être plus évident, peut-être qu'il est un peu à construire pour le public de votre côté. Comme je te disais tout à l'heure, les artistes vont me voir comme un technicien et puis les ingénieurs vont me voir comme un artiste, mais finalement c'est un peu l'art de la synthèse, d'être architecte. Et puis effectivement, on va construire une œuvre, mais c'est une œuvre habitée, etc. Donc c'est vrai que en fait, c'est un art qu'on ne peut pas pratiquer seul. Donc voilà, ça demande en fait de s'entourer de collaborateurs plus techniques, plus artistiques, pour avoir en fait une œuvre finale qui puisse être habitée, répondre à un usage aujourd'hui et aussi répondre à un usage demain, enfin pouvoir parler de réemploi. C'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place aussi en architecture, éviter de parler de démolition, mais plutôt de déconstruction, déconstruire le bâtiment et essayer de récupérer des éléments. On essaie de faire ça notamment avec la centrale de Bellefontaine. EDF qui est en train d'être démolie. En fait, il y a beaucoup d'éléments en fait, qu'on pourrait récupérer dedans, des protections solaires, etc., qu'on pourrait réadapter facilement sur d'autres bâtiments. Et voilà, l'idée c'est de se dire, voilà, le bâtiment change d'usage, mais c'est pas pour ça qu'il faut tout mettre à la poubelle, on peut essayer de réemployer certaines parties comme dans une exposition. Pour moi, j'ai envie de dire, c'est un peu plus complexe, mais en même temps un peu plus simple. Parce que, en partant de rien, j'aime bien partir d'une thématique, comme pour le désalinisateur, c'était la thématique de l'eau, le tarissement de la ressource en eau douce dans le monde. Et je me suis renseigné sur plusieurs domaines différents, comme la science, la physique, l'histoire des amphores, des récipientaires, etc. Même l'art aussi. Et en fait, il y a très peu de spontanéité, j'ai envie de dire, dans ma recherche. C'est vraiment c'est très scolaire en fait. C'est vraiment un cheminement qui va me permettre de connecter plusieurs idées ensemble et de venir à un résultat comme ça. Proposer au moins une première esquisse. Toi, Annabelle, le principe créatif. Ouais, le processus, moi je parlerais plus de processus de création. C'est vrai qu'en Sargasse, moi, c'est comme un chantier que j'ai ouvert en 2017, qui a du coup commencé, parce que du coup la conceptualisation, pour moi, elle arrive après l'acte réalisé. Donc c'est parce que je me suis enterrée dans les Sargasses, etc., qu'ensuite, à l'aide éventuellement d'un critique d'art ou d'un commissaire d'exposition, c'est-à-dire d'un regard extérieur, j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que j'ai fait ça. Et une fois que je commence à saisir... C'est comme une pulsion. C'est comme une pulsion, une impulsion de vie, une Eros Thanatos, il y a vraiment cette histoire de rapport à la vie et à la mort, hein, c'est un peu ça la création pour moi. Et puis aussi la mise en danger d'un corps nu, de femme, voilà. Et après, tu vois, donc ça, en Sargasse, ça avait commencé déjà en 2015 avec Henri Toglio, puis ça s'est poursuivi moi tout seul en 2017. Et c'est aujourd'hui, en 2021, que je commence à comprendre pourquoi est-ce que j'ai réalisé cette série performative en sargassois. Du coup, j'ai appelé le chantier lui-même Mamie Sargassa 2.0. Et dans Mamie Sargassa 2.0, il y a à la fois ces séries performatives de performances, de rituels, qui sont plus des rituels. Il y a un texte du coup que j'ai écrit qui conceptualise ma démarche, qui a été édité dans un ouvrage qui vient de paraître, qui s'appelle Le Feu abécédaire des féminismes présents sous la coordination de Elsa Dorlin aux éditions Libertalia. Il y a un conte caribéen futuriste que je viens de finir d'écrire en 3 langues, français, créole, martiniquais et anglais, dont j'en ai fait du coup une lecture performative. Et là, du coup, je suis en train de réaliser un concert sous forme de trio avec un batteur et un guitariste autour de ce conte Mamie Sargassa 2.0, où je parle qu'on est en 2083, la Martinique n'existe plus. À force d'années, de siècles de colonisation, de contamination, d'occupation, de nouvelles occupations de territoire, de tourisme, et que Maman de l'eau n'a pas survécu à ces contaminations, et que c'est Mamie Sargassa, un avatar génétiquement modifié de forme féminine humaine qui a pris sa place et qui, en invaginant des sargasses, va créer des êtres mi-sargassiens, mi-humains qui vont du coup repeupler la Martinique et créer une nouvelle planète Sargassa Martinica
Ah bon. Voilà, donc tout ça pour vous dire que l'imaginaire est énorme et que l'artiste a besoin de cet imaginaire parce que je pense que le propre de l'artiste, c'est vraiment celui qui du coup n'est pas forcément pris dans une quotidienneté qui fait qu'il a la tête dans le guidon, mais c'est celui qui va pouvoir sortir la tête de l'eau et proposer des imaginaires. Alors après, on rentre ou pas dans ces imaginaires, on adhère ou pas, on est touché ou pas. Ça, c'est plus l'affaire de l'artiste, parce que du coup, c'est la question de la réception de l'art. Mais en tout cas, l'artiste, il est là aussi pour... oui, c'est ça, pour créer des mondes. Moi, je parle aussi des fois d'inventer de nouveaux mythes caribéens, puisque je me situe dans cette terre caribéenne, mais voilà, créer des mondes, des nouvelles planètes, des nouveaux mondes. Et je pense que c'est le propre même d'un process de création. Après, le process de création, comme tu disais, je ne le fais pas seul, c'est-à-dire je suis entourée d'une équipe. Il y a une équipe artistique, mais il y a aussi une équipe technique, il y a une équipe financière, il y a une équipe administrative, j'ai une compagnie de danse. Enfin, tout ça, comme ça, j'ai l'air de quelqu'un qui divague complètement, mais en fait, c'est hyper structuré. La compagnie, elle a 20 ans d'existence. Enfin, voilà, donc c'est pas... ce que je veux dire, c'est que une création, ça nécessite toute une équipe. Là, par exemple, on est au moins 6 ou 7 autour de Mamie Sargassat 2.0, entre une chanteuse, les musiciens, la costumière, le danseur vogueur, la danseuse de twerk, la danseuse de dancehall, etc. Donc du coup, ça fait toute une équipe, des gens qui bossent ensemble en fait autour d'un même projet et qui convergent vers un même but qui va être la réalisation finale. Mais la réalisation finale, elle est éphémère parce que c'est du spectacle vivant, c'est du one shot. Et donc après, ce qui importe du coup, c'est aussi la documentation, c'est-à-dire les prises de photos, la réalisation aussi. J'ai réalisé du coup une vidéo d'art qui a un 13 minutes qui s'appelle Mamie Sargassat, qui du coup est en ce moment en train d'exposer dans des galeries, des musées. Ma prochaine date, ce sera au Palais de Tokyo à Paris au mois de janvier 2022. Donc voilà, du coup après, voilà, il y a des grands lieux d'art contemporain qui vont acheter l'œuvre, qui vont acheter la performance. Donc un process de création, c'est à la fois du bricolage, enfin c'est comme un séancier, c'est comme un quimboiseur qui est en train de faire sa tambouille. et après, ça va être comment le restituer au monde, le rendre au public et après créer le lien du coup avec le public, puisque je pars du principe qu'une performance, elle n'existe que parce que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas là, le public, pour moi, la performance, elle n'existe pas, parce qu'on peut toujours performer dans sa salle de bain ou sa cuisine. S'il n'y a pas ce regard qui te dit j'approuve pas, j'aime pas, s'il n'y a pas cette communication avec l'autre, pour moi, donc c'est comme toi, si tu crées une œuvre architecturale et il n'y a personne qui rentre dedans, l'œuvre, elle n'existe pas. J'ai même envie de dire, en architecture, on ne peut pas attendre d'avoir fini pour savoir si ça plaît ou pas. Il faut déjà, en amont, dans le processus de création, travailler avec ceux qui vont habiter ce bâtiment pour qu'ils conviennent à leurs besoins. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être plus d'échanges en amont, même dès la conception. Oui, c'est vrai que nous, on mène des retours d'expérience dans le cadre du programme Ondré. Donc en fait, sur une vingtaine de bâtiments en Martinique dits performants ou innovants en termes environnementaux, on a pu rencontrer les maîtres d'ouvrage, les usagers, ceux qui y travaillent, ceux qui y habitent, aussi les architectes. Et c'est vrai que dans le travail d'un architecte classique, c'est vrai qu'il va mener son projet de A à Z, il va le livrer, il n'aura pas toujours ce retour de la personne qui habite dedans, qui est dans les bureaux. Donc là, c'est vrai que c'était bien d'avoir ce travail-là aussi. Et ça permet de se remettre en question et de faire évoluer justement les pratiques. Et voilà, tu parlais tout à l'heure d'avoir un art ancré en Martinique. Nous, on essaye aussi d'avoir, de promouvoir, on va dire, une architecture adaptée à notre climat tropical humide, adaptée à nos risques, que ce soit sismique, cyclonique. Et puis, voilà, de réfléchir sur tout ce qui est protection solaire, ventilation naturelle, végétalisation des abords. Peut-être éviter d'avoir une architecture trop mondialisée ou trop occidentale et pas adaptée à notre climat. Mais voilà, de réfléchir plutôt en fonction de ce qui nous entoure. Et du coup, les habitants, quel est le retour que vous avez pu avoir de ces personnes? Je réfléchis à un exemple. Non, disons que c'est pas facile de faire changer les habitudes. C'est vrai que là, depuis les années 70,
on va progressivement beaucoup vers la climatisation. Donc bon, ça atteint, on va dire, nos chambres. Et puis maintenant, on commence à avoir des appartements où on a la climatisation dans la cuisine, dans le salon, etc. Et voilà, nous, on n'est pas contre la climatisation. Je veux dire, il y a des usages ou des lieux dans lesquels elle est nécessaire. Mais on essaie de dire, voilà, attention, peut-être avoir un usage raisonné. Peut-être, comme tu disais tout à l'heure, ton frère, si on a besoin de climatiser juste le local informatique, on n'a peut-être pas besoin de climatiser tous les bureaux. Si on a besoin de climatiser notre chambre sur la période cyclonique, on n'a peut-être pas besoin de la climatiser toute l'année. Voilà, c'est de réfléchir en fait à nos besoins et de ne pas juste être dépendant de la technologie. Et c'est vrai que dans les bureaux justement qu'on est allé voir, tous les systèmes qui étaient hyper technologiques faisaient que les personnes ne s'étaient pas approprié le bâtiment. Et finalement, on défend plutôt une idée low-tech où il y a une sensibilisation des usagers quand ils rentrent dans leur bâtiment. On va leur dire, voilà, comme ça s'est fait dans le parc national, dans le lycée du parc régional de Guadeloupe, on leur a dit, voilà, ce bâtiment il est en ventilation naturelle, donc peut-être un mois dans l'année vous allez être un peu en inconfort, mais voilà, les gens le savent, vont intégrer. Et Tanguy, de ton côté, des retours par rapport aux usagers Moi, j'ai eu comme expérience, par exemple, lors de l'événement de la restitution des prix du concours, ils avaient organisé, le CICTOM avait organisé tout un atelier autour de mon projet. Et effectivement, le fait en fait, moi je suis parti de base du constat que le ballon de foot était conçu de plein de types de plastiques différents. Et effectivement, en décortiquant ça, ça a permis aux gens justement de se sensibiliser sur la conception de l'objet et sa complexité, et aussi le fait qu'il soit extrêmement dur à recycler au final. Parce que la vessie en caoutchouc, même sur la vessie, il y a un revêtement en polystyrène, je crois, oui. Et même la surface, il y a encore de notre type de plastique. Donc ça a vraiment permis, voilà, de sensibiliser à cette voilà, comment en fait les choses qu'on achète sont conçues, quoi, et de mieux acheter au final, de mieux consommer. Et voilà, ça, en quelque sorte, encore une fois, comme je disais au début, ça éduquait les gens sur cette consommation responsable. On a une chance de jouer avec ce ballon monomatière. Alors, pour l'instant, il est dans une jolie boîte en verre au CICTOM. Parce que bon, moi en tant qu'étudiant en BTS, j'avais pas encore les fonds nécessaires pour le développer. Et aussi, après il y a tout c'est des lobbies qu'il y a derrière, il faut pas se le cacher. Ils n'étaient pas non plus trop motivés pour l'instant à développer ce genre de truc, parce que c'est assez innovant au final, c'est assez conceptuel. Mais à l'avenir, ça permet de créer des ponts, en fait, ça permet de créer de l'intelligence au final, des nouveaux usages de nos objets. Voilà. C'est sûr qu'en fait, un projet comme ça détruit complètement l'industrie de création. Je dirais pas que ça la détruit, ça la reforme. Voilà, ça la reforme, ça la réforme, peut-être aussi. Et peut-être que ça peut en gêner certains, voilà, mais il faut se le dire, mais voilà, c'est vraiment donner un coup de pied dans la fourmilière. Est-ce que vous avez cette sensation qu'en tant que créateur, vous nourrissez l'innovation? Peut-être que pour certains c'est plus immédiat comme sensation, mais peut-être que vous avez cette impression parfois qu'il y a des ponts qui se créent, des rencontres qui se font et qui amènent à innover. Ne serait-ce que ta façon de faire, Annabelle, en réduisant les déchets par l'usage constant. C'est une façon de faire qui est innovante pour le spectacle vivant. Pour le spectacle, pas pour les arts visuels, mais pour le spectacle vivant. Comme je suis à cheval entre les deux. Ouais. Après, je pense que ça dépend aussi de nos personnalités, c'est-à-dire que du fait que
que moi je suis dans la transdisciplinarité, que je suis amenée autant à côtoyer des plasticiens que des théâtreux ou des danseurs ou des chorégraphes. Du coup, ma manière même de voir ou de concevoir le spectacle, elle va être toujours un peu outsider, elle va être toujours un peu à côté de la plaque, entre guillemets. Donc est-ce que c'est ça qui est innovant? Je sais pas, mais le fait de faire le choix, par exemple, de performer dans la rue, enceinte avec mon gros bidon, ou de performer, bon, la savane des pétrifications, c'est pas très innovant, je trouve, mais dans des specific sites, dans des lieux, par exemple au marché aux viandes, au marché aux poissons, au marché aux fruits et légumes, c'est-à-dire d'être dans les lieux où le public ne nous attend pas. Je pense que ça c'est innovant et c'est une manière aussi de créer une bonne intrusion, contrairement à la publicité qui peut être hyper intrusive comme ça et du coup créer un peu, où du coup on est un peu addict, tant d'un point de vue sonore que visuel, hein, quand on rentre dans un supermarché ou quand on mène dans les embouteillages, on voit les affichages publicitaires, etc., au bord de la route. Si on voit un performeur, justement, pendant qu'on est dans les embouteillages, dans sa bagnole climatisée, et qu'on voit un performeur en train de faire, je sais pas quoi, un rituel sur un rond-point, là, tout d'un coup, soit il y a accident, soit tout le monde s'arrête. C'est-à-dire que le fait que l'artiste soit là pour détourner le spectateur de sa quotidienneté, en fait, ou de son train-train quotidien. Alors nous, c'est pas métro, boulot, dodo, mais bon, voilà, je pense qu'on a tous aussi dans cette salle cette quotidienneté comme ça qui des fois est un peu envahissante, dans le sens où il n'y a pas trop d'interruptions, de choses accidentelles qui arrivent. Je pense que la performance, elle est là pour justement créer de l'accidentel. Sur la place que ça prend dans votre... J'étais d'accord sur le fait que finalement on est là pour un peu questionner les usages, que ce soit plus ou moins artistique. On est là pour poser des questions. Ouais, pour déranger aussi, gêner, dérouter. Voilà. Puis, moi je vais me répéter, c'est vraiment pour créer de nouveaux usages, de nouvelles visions aussi. Par exemple, je prends l'exemple de SmartWin, le premier projet qui a été promu dans un concours. En fait, je me suis posé la question, mais pourquoi on n'utilise pas une énergie qu'on produit tous les jours, mais qu'on ne sait pas qu'elle existe en fait, on ne sait pas qu'elle est présente. Et j'ai pris le cas de l'énergie de pousser des flux routiers, où justement ça produit une énergie. On a tous déjà senti une voiture qui passe un peu vite, ça, en fait on se sent. Ça produit une énergie constante et pourquoi pas réutiliser cette énergie pour en produire de l'énergie, pour produire une autre forme d'énergie. Pour produire, pour concentrer aussi, parce que du coup il y a moyen de stocker cette énergie et ensuite de l'utiliser pour nos usages quotidiens. Oui, ça peut servir aussi dans une démarche de transition énergétique. Donc voilà, c'est vraiment Après, c'est très technologique comme projet, mais on peut innover aussi dans ces conditions-là. C'est la smart tech. La low tech et la smart. Là, c'est typiquement de la high tech, quoi. Puis dans mes projets, on peut voir que j'ai vraiment voulu explorer les différents moyens d'innover, quoi. Merci à tous les trois. Je vais me taire et laisser la parole au public si vous avez des questions. On a un petit quart d'heure de questions ouvertes. Oui, j'ai plus une question. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, je voulais demander, est-ce que et comment on peut aller vers une création qui est à 100% éco-responsable? Est-ce que c'est possible et comment on peut aller vers ça chacun de vos créations? Ça peut être l'angle des biomatériaux, on va dire, en architecture. Là, on a eu un siècle de l'acier, le siècle du béton. Là, ce sera peut-être le siècle des biomatériaux, donc le bois, la terre crue, le lin, le chanvre, enfin tous ces éléments. Ça peut poser des contraintes, mais aussi des opportunités, quoi.
justement, on peut se fixer comme question, j'ai pas envie d'utiliser un matériau de construction très polluant et j'essaye de trouver une alternative biosourcée. Donc ça pourrait être une réponse à la question. Et peut-être les gros matériaux utilisés sans être polluants, puisque si c'est le bois, ça déforeste. Si c'est les gros matériaux, j'entends bien, et pas le lin, le chanvre, tout ce qui... Les matériaux qu'on va utiliser en structure. Vraiment de construction. Ouais, plus pour la structure que pour l'isolation ou pour le revêtement. Pardon, c'était... Qu'est-ce que seraient ces matériaux, justement? Justement, on parlait du bambou tout à l'heure. Bon, après, le bois, c'est vrai que ça peut être... il faut que ce soit bien géré. Après, on parlait du réemploi tout à l'heure. Oui, voilà, le recyclage, le réemploi. Concernant le bambou, on ne peut pas tout réaliser en bambou. On ne peut pas le parler. On ne peut pas tout réaliser en bambou. Non, après, le but, c'est pas d'être extrémiste, mais c'est de trouver des usages, quoi. Peut-être au début, si c'est pas structurel, on peut l'utiliser sur la couverture ou d'autres éléments du secondaire. Tu veux réagir? Non, c'est juste dire que c'est dommage, mais on est dans un système qui s'est conçu pour être polluant, même si on ne voudrait pas. C'est pour acheter même un bis à un bricolage, pas de faute. Et c'est déjà en pollution juste pour prendre la voiture pour aller. Ouais. Le système s'est conçu pour ça. C'est dommage, mais on essaye avec la construction éco-responsable de diminuer la pollution, mais c'est inévitable. Je pense que c'est même impossible. Et après aussi, c'est surtout d'avoir une réponse dans ton construction qui peut améliorer la consommation de tous les matériaux, etc. Donc, quand tu penses en bâtiment, même si c'est en bois, comme vous avez dit, on doit couper la forêt, simplement des coupeurs, on est en train d'utiliser l'électricité, le pétrole, etc., etc. Mais si tu peux réduire la consommation d'énergie après dans les bâtiments et réduire vraiment que les bâtiments utilisent toute la nature, ça veut dire l'eau de la pluie, les solaires, l'énergie solaire, etc. Finalement, au lieu de faire simplement les tri des déchets du bâtiment, finalement, on pourrait donner une réponse que c'est positif dans toute la consommation d'énergie et la pollution qu'il y a dans la construction. Donc, essayer de trouver l'équilibre dans l'architecture pour finalement être éco-responsable, parce que sinon, c'est seulement de faire des choses en terre, avec la même terre qu'il y a dans les lieux, dans la parcelle. Parce que si on doit aller à 100 mètres à côté, on a besoin déjà de transport, donc c'est compliqué. Mais pour rebondir sur ta question tout à l'heure, toujours dans le spectacle vivant, je sais qu'il y a un chorégraphe français qui s'est positionné très clairement par rapport à cette question d'éco-responsabilité, qui s'appelle, je ne sais pas, peut-être on a entendu parler, Jérôme Bel, et qui lui, par exemple, refuse, ça fait depuis quelques années, tout type de tournée où il devrait prendre l'avion. C'est-à-dire que lui et toute sa compagnie, tous ses danseurs, refusent. Bon, alors après, il habite Paris. C'est pas pareil que, par exemple, moi qui habite en Martinique. Mais en tout cas, comme il est déjà au centre de quelque chose, entre guillemets, il décide de prendre que le train ou éventuellement le bateau. Donc, c'est-à-dire d'amener son décor, sa scène, etc. Et moi, je sais que c'est une discussion qu'on a eue avec une programmatrice de la scène nationale de Brest, qui m'a invitée, mais qui m'a dit, Annabelle, si on veut être éco-responsable, tu viens toute seule. Je fais, mais qu'est-ce que je fais avec mes musicos et tout? Elle me dit, non, ça fait partie du jeu, ça veut dire que du coup, tu nous proposes une création éco-responsable où il n'y a qu'un seul billet d'avion et pas trois. C'est-à-dire que tout est réduit à l'économie, et donc ça veut dire que nous, artistes, on doit être super innovants et on doit du coup faire des propositions artistiques qui correspondent à cette éco-responsabilité-là. C'est-à-dire le fait de prendre un seul billet d'avion et pas trois, etc. Et c'est en ça, en fait, qu'on peut... Mais bon, j'imagine, je dis ça après le locage, tu vois, qui arrive avec ses 40 danseurs, il va dire no way, quoi, pour l'éco-responsabilité. C'est-à-dire que du coup, c'est qui est-ce qui va jouer le jeu? Est-ce que ce sont des artistes fragiles comme moi qui n'ont pas tellement de visibilité et qui vont dire ok? Est-ce que ce sont des artistes qui ont plus de visibilité comme Jérôme Bel qui est à Avignon dans le IN et qui lui, du coup, c'est un positionnement politique hyper clair? Ou, enfin voilà, donc ça c'est des vrais... Et l'éco-responsabilité, pour moi, elle est effectivement dans tout ce qui est transport, est-ce que je prends l'avion, est-ce que je prends le train?
Et elle est aussi dans quel type de relation j'entretiens avec le programmateur, moi en tant qu'artiste, ou le programmateur lui-même s'il se positionne directeur de théâtre, quel type de relation je vais entretenir avec l'artiste. Est-ce que ce sont des relations de longue durée, c'est-à-dire on va réinviter régulièrement l'artiste, ou est-ce que c'est un one-shot et après l'artiste, les 15 ans suivants, il peut crever la faim, on s'en fout. Mais oui, parce que du coup, ça devient hyper capitalistique comme mode de fonctionnement. Donc, comment inverser la balance et être dans des rapports plus écologiques et moins capitalistiques où on consomme de l'artiste parce qu'on veut bien, on veut que le public, on veut que la, comment dire, renouveler. Enfin, on veut que la programmation soit renouvelée pour que le spectateur soit contenté. Tu vois, Avignon, c'est le propre même, c'est comme ça, du renouvellement sans arrêt. Alors qu'il y a certains programmateurs déjà qui font le choix d'inviter les mêmes artistes sur 10-15 ans parce que justement, ils veulent rentrer dans une relation éco-responsable avec eux. Donc moi, je pense que c'est en train de bouger. C'est très lent, mais je pense que c'est quand même en train déjà de bouger. On ne peut pas faire autrement. Mais de plein de manières de faire différentes. Enfin, si je peux enchaîner sur une autre question, ça pose un peu une autre question. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une autre question avant? Éventuellement, sinon vas-y. On dirait que c'est l'enchaînement. Du coup, ça me pose la question de... Je pense que si vous pouvez vous rapprocher. Du coup, ça me pose la question de la localité. Est-ce que être éco-responsable, ça veut dire créer localement? Et aussi, tout à l'heure, tu parlais de réutiliser des matériaux dans le spectacle vivant. Est-ce que du coup, aussi, dans vos domaines, c'est quelque chose qui se fait, de réutiliser, par exemple, je ne sais pas, vous avez rénové cet endroit, vous réutilisez des matériaux, vous en apportez des nouveaux. Dans quelle mesure ça... Enfin, j'imagine que, tu vois, à un moment, peut-être s'il y a des matériaux qui sont trop vieux et que du coup, ça devient trop lourd de les restaurer ou de... C'est plus du coup éco-responsable. En fait, où est-ce qu'elle se situe cette balance? Voilà, enfin, du coup, je pose un peu... J'amène un peu le sujet, la question de la localité. Est-ce que être éco-responsable, c'est quelque chose de local uniquement ou est-ce qu'on se tourne plus vers ça? Et ce truc de réutiliser en fait de la récupération. Dans notre cas, on peut commencer à parler de la responsabilité dans ce projet, à un moment qu'on a décidé de reprendre un bâtiment ancien, pas les casser, détruire à 100% et de refaire. On a réutilisé l'existant. Il y a aussi la part que le créateur donne, par exemple. Enfin, quand on va produire un objet, on va forcément utiliser une ressource. Enfin, comme ce qu'a dit la dame tout à l'heure, pour créer une maison en bois, on va utiliser du bois. Mais du moment où, à ce moment-là, on replante l'équivalent en arbre, au final, on a créé un geste durable. Donc, c'est un peu aussi ce que j'essaie d'implanter dans R0, c'est du plastique, effectivement. Mais ce plastique, je le réutilise à l'infini. C'est un plastique, c'est vraiment dégueulasse pour la planète, c'est un produit issu du pétrole, etc. Mais je transforme ce plastique-là en un matériau qui ne s'use jamais, qu'on utiliserait tout le temps. Donc au final, j'essaie au maximum d'éviter un déchet, quoi. Donc c'est aussi une autre vision qu'on peut avoir. J'utilise une ressource, mais comment à côté je la rentabilise ou je donne ma part pour régénérer cette ressource. En fait, on extrait une seule fois et cette ressource... Ça peut être une solution aussi, le temps qu'effectivement cette ressource peut se régénérer. Le fait d'avoir un seul plastique, ça facilite, on va dire, le recyclage de l'objet. On peut avoir toute une couche de matériaux. Enfin, on peut faire le parallèle avec l'architecture aussi. On a des panneaux sandwich hyper techniques, etc., avec une solution toute faite. Mais en fait, ils sont impossibles à réemployer ensuite, puisqu'en fait, on a trop de matériaux ensemble, on ne sait pas comment faire. Par exemple, dans l'architecture, une alternative à la fibre de verre pour les isolants, c'est des linges recyclés, quoi. Donc au final, on prend un déchet de l'industrie du linge et on le transforme en un autre matériau. À ce moment-là, on le réutilise dans une autre application. Ouais, comme ce qui est web de cellulose aussi, on a un isolant recyclé.
je voudrais juste ajouter à la question d'elle que le moment où tu commences à concevoir un projet et que tu décides de t'arrêter pour réfléchir sur la responsabilité, c'est déjà gagné. C'est juste arrêter à penser à ça, c'est... Tu auras déjà fait un petit pas par rapport à ceux qui ne se posent pas la question et tu auras peut-être déjà trouvé une solution qui n'existait pas avant sur le sujet. Est-ce que quelqu'un a une autre question à poser? Moi j'ai une question. Vas-y. Tout à l'heure, vous parlez de création et d'innovation. Et du coup, je voulais savoir en quoi c'était différent finalement et comment ça s'exprimait dans chacun des arts. Je sais pas, peut-être qu'on peut créer un objet sans pour autant énormément innover. Si on n'apporte pas quelque chose de nouveau, si on ne se pose pas trop de questions et qu'on reproduit peut-être un processus classique. Innover, ça va être créer en se posant un peu plus de questions et essayer d'apporter quelque chose d'inédit qui n'est pas encore testé, de profiter en fait de ce projet ou de cette exposition, de ce bâtiment pour tenter quelque chose et voir si ça marche. Une notion d'expérimentation en fait dans l'innovation. La plupart du temps, l'innovation consiste à reprendre des éléments du temps d'avant, finalement, oui. Et le remettre au goût du jour. Donc, oui, une réinterprétation d'un savoir-faire, d'un patrimoine. Absolument, ouais. Donc, innovation peut-être, mais nos ancêtres le faisaient déjà. Oui. On peut innover sans réinventer l'eau chaude, mais en adaptant, on va dire, aux besoins de notre époque. Oui, à part l'utilisation, par exemple, du vent dans la voiture, etc. Donc là, effectivement, c'est une réelle innovation. Et après, oui, il y a beaucoup de choses qui sont recyclées, finalement, et on est des éco-responsables à l'intérieur de l'usine, au lieu de jeter, en recyclant le poulet rôti du dimanche et en faisant un truc, etc. Et ça tout le temps. C'est retrouver aussi des gestes finalement des gestes simples, qui existaient dans une espèce de simplicité. Ça me fait rebondir aussi sur une question là-dessus par rapport à la création, la relation entre la création et l'innovation. Et j'ai bien aimé quand tu as parlé du fait que quand tu as créé, c'est ensuite que tu t'es un peu posé la question pourquoi je me suis mise dans les sargasses, etc. Et en fait, est-ce que du coup la création n'est pas une sorte de surprise, quelque chose qui surgit au fur et à mesure? Et à ce moment-là, l'innovation elle-même aussi, elle n'est pas toujours réfléchie, même si elle peut être technique pour vous messieurs, mais la relation entre la création artistique et l'innovation, est-ce qu'elle est réellement réfléchie? Ça dépend peut-être de quel artiste. Moi, je pense que ça dépend du créateur, parce qu'effectivement, il y a des créateurs qui doivent être très conceptuels et être d'abord dans une conceptualisation et ensuite ils vont se mettre en process de création. Et à l'inverse, d'autres qui ont besoin d'être d'abord dans la matière, comme là, ma matière, c'était en l'occurrence les sargasses, et de rentrer dans une matière de la vie, de l'expérimentation, de l'explorer. Là, en plus, c'était explorer ces 40 000 organismes qui me grattent la peau, explorer tout ça. Et ensuite, seulement avec du recul, commencer à conceptualiser, pouvoir écrire une partition, un score, comme une partition musicale, pour pouvoir ensuite refaire la performance qui du coup va devenir un rituel parce qu'elle a été écrite et qu'il y a un canevas ou un squelette qui s'est écrit comme une chorégraphie. Donc, moi, je pense que ça dépend vraiment des artistes. Pour le coup, ça, est-ce que l'artiste conceptualise avant ou est-ce qu'il conceptualise après, une fois qu'il a expérimenté dans la matière ou avec la matière ou est-ce qu'il crée en réaction aussi? Ou est-ce qu'il, tout à fait, et moi je suis très là-dedans, il crée en réaction. Donc et ça c'est du coup très lié aussi à la personnalité de l'artiste. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on a une dernière question? Pour le désalinisateur, en fait, il est chauffé, c'est ça? C'est ça, oui. C'est sous l'action d'une source de chaleur. D'ailleurs, je l'ai conçu aussi modulable, en fait, pour potentiellement le mettre sur plusieurs sources de chaleur, comme une plaque de gaz, une plaque électrique. Parce qu'il y a aussi cette notion
je prends les problématiques où il y a des pays qui n'ont pas de combustible à disposition, de charbon, de bois de chauffe, et ça pourrait ouvrir à d'autres alternatives de sources de chaleur. Bon, après, c'est encore en construction, parce que ce projet-là n'est pas encore fini. Et justement, je suis actuellement à la French Tech Tremplin pour essayer de le mettre en marche, quoi. Et du coup, ça peut être une problématique que j'aimerais traiter aussi dans cet objet-là. La notion d'économie du combustible pour pouvoir chauffer une pièce interne. C'est pour après se produire de l'eau. Bravo en tout cas, bravo à tous les trois. J'avais déjà vu ta performance, c'était au François. La vidéo. Ah oui, Aoldex. Aoldex, avec la musique, les paroles, les interprétations. Bravo à tous les trois. Merci beaucoup à tous les trois. Merci aussi au public pour votre attention et votre participation. On a encore un peu de temps, donc je vous invite à prendre un verre, discuter. Si les créateurs sont encore un peu là,